Maman, ne mange pas ça. Mon petit-fils a hurlé lors du repas de famille. Je lui ai demandé pourquoi. S'il te plaît, pars, a-t-il répondu. J'ai échangé mon assiette avec celle de la mère de ma belle-fille. Un quart d'heure plus tard, elle s'est simplement évanouie, révélant la vérité. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Je m'appelle Solange et à 68 ans, je croyais connaître ma famille. Je pensais que la pire trahison que je pourrais subir serait que quelqu'un oublie mon anniversaire ou manque le dîner du dimanche. J'avais tort. Terriblement tort. C'était un mardi soir d'octobre, lorsque j'ai décidé d'organiser ce que je pensais être une agréable réunion de famille. L'air d'automne avait ce mordant qui me donnait envie de cuisiner quelque chose de chaud et de réconfortant. J'avais passé tout l'après-midi à préparer mon fameux bœuf bourguignon, la même recette que je faisais depuis 40 ans. La maison sentait bon le foyer, l'ail, le romarin et cet arôme riche et profond qui ne vient que du bœuf mijoté lentement. Mon fils Antoine est arrivé le premier, avec sa femme depuis 3 ans, et mon précieux petit-fils, Lucas. À 12 ans, Lucas était la lumière de ma vie, toujours plein d'énergie et de curiosité. Mais ce soir-là, quelque chose était différent chez lui. Il semblait nerveux, agité, gardant les yeux fixés sur sa mère d'une manière qui a fait teinter mon instinct de grand-mère. Chloé se comportait étrangement depuis des semaines. Je l'avais remarqué lors de nos dernières visites. Sa façon de m'observer quand elle pensait que je ne regardais pas, comment elle orientait les conversations vers ma santé, mes médicaments, mon âge avancé. Elle n'avait que 34 ans. Belle de cette manière pointue et calculée que certaines femmes perfectionnent, avec des cheveux blonds qui ne semblaient pas jamais déplacés, et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Solange, tu t'es encore surpassée », dit-elle en examinant la table de la salle à manger que j'avais dressée avec ma belle vaisselle. Ça a l'air absolument merveilleux. Sa voix avait cette douceur excessive qui me donnait la chair de poule. Mais je lui ai souri en retour. « Merci, ma chérie. Je sais à quel point Antoine aime le bœuf bourguignon. » Antoine m'a serré dans ses bras, mais même lui semblait tendu. Mon fils avait changé depuis son mariage avec Chloé. Le rire facile que je me souvenais de son enfance était devenu forcé, et il ne venait plus que rarement seul. Ce soir, sa mâchoire était crispée, et il évitait mon regard. « Où est ta mère, Chloé ?» demandai-je, remarquant qu'il nous manquait un couvert. « Tiens, oh, elle sera là d'une minute à l'autre, » répondit rapidement Chloé. Elle faisait juste une petite course. Je me suis affairée dans la cuisine, apportant les accompagnements, la purée de pommes de terre, les haricots verts, les petits pains frais. Tout avait l'air parfait. Tout semblait anormal. La mère de Chloé, Françoise, est arrivée juste au moment où je posais le plat de bœuf bourguignon sur la table. C'était une femme frêle d'environ 70 ans, avec des cheveux argentés et des yeux bienveillants qui me rappelaient ma propre mère. Elle avait toujours été assez agréable, bien que nous ne nous connaissions pas très bien. « Oh, Françoise, quel plaisir de te voir !» m'écriai-je, sincèrement heureuse. « Je t'ai mis une place juste ici à côté de Lucas. » Alors que nous nous asseyions tous, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Chloé n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la cuisine, puis à moi, puis à Antoine. Lucas vibrait pratiquement sur sa chaise, et Françoise semblait inhabituellement silencieuse. « Solange !» dit soudain Chloé, sa voix vive mais tendue. « J'ai veillé à mettre ton assiette juste là, avec un supplément de légumes. Je sais que tu les adores. » Je baissai les yeux sur mon assiette. Elle avait l'air délicieuse. D'épaisses tranches de bœuf nageant dans une sauce riche, une purée crémeuse, des haricots verts parfaitement assaisonnés. Mais quelque chose dans la manière dont Chloé insistait sur le fait que c'était mon assiette me mettait mal à l'aise. « C'est très attentionné, ma chérie, » dis-je en prenant ma fourchette. C'est à ce moment que Lucas a explosé. « Maman, ne mange pas ça !» Les mots jaillirent de lui, comme s'il les avait retenus, avec toute la force de son petit corps. Tout le monde se figea. La fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. « Lucas !» La voix d'Antoine était tranchante, pleine d'avertissement.
Mais mon petit-fils ne reculait pas. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, alors qu'il se levait de sa chaise. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît, va-t'en. Quitte la table, ne mange rien. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir, le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Le visage de Chloé était devenu complètement blanc, et j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. La panique. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je doucement à Lucas, posant complètement ma fourchette. Lucas regarda sa mère, puis son père, puis de nouveau moi. Des larmes commençaient à se former dans ses yeux. « Je ne peux pas. S'il te plaît, ne mange pas ça. » Lucas a quelques problèmes de comportement ces derniers temps, dit rapidement Chloé, sa voix plus aiguë que la normale. « N'est-ce pas, mon cœur? Peut-être que tu devrais aller dans ta chambre. » Mais j'avais élevé des enfants. Je connaissais la différence entre un caprice et une terreur authentique. Et mon petit-fils était terrifié. Quelque chose de froid s'installa dans mon estomac. Sans vraiment savoir pourquoi, je me suis levée et j'ai regardé Françoise, qui était assise tranquillement, avec sa propre assiette devant elle. « Françoise, » dis-je, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles. « Ça te dérangerait d'échanger de place avec moi? J'adorerais m'asseoir à côté de Lucas. »« Oh, ce n'est pas nécessaire, » commença Chloé. « Ça ne me dérange pas du tout, » dit gentiment Françoise, déjà debout. L'échange se fit rapidement. J'ai pris la place de Françoise et elle a pris la mienne. Avec cela vinrent nos assiettes. J'avais maintenant sa portion et elle avait ce que Chloé avait si soigneusement désigné comme étant la mienne. « Voilà, » dis-je, essayant d'alléger l'atmosphère. « Maintenant, je peux garder un œil sur ce petit chenapan. » J'ai ébouriffé les cheveux de Lucas et il s'est penché contre moi comme s'il cherchait protection. Nous avons mangé dans un calme relatif après ça, bien que la tension ne se soit jamais complètement dissipée. Chloé toucha à peine à sa nourriture. Antoine n'arrêtait pas de vérifier sa montre, et Lucas resta pressé contre mon flanc. Seule Françoise semblait vraiment détendue, bavardant agréablement de son jardin, tout en savourant ce qui aurait dû être mon dîner. 15 minutes plus tard, la fourchette de Françoise tomba sur son assiette. « Oh !» dit-elle doucement, en pressant une main sur son front. Je me sens tout étourdie. Je me suis tournée pour la regarder juste au moment où ses yeux se révulsaient et où elle s'effondrait sur le côté de sa chaise, inconsciente. Le chaos qui suivit se déroula au ralenti. Antoine se levant d'un bond, Chloé hurlant, mes propres mains tremblant, alors que j'appelais le 112. Mais à travers tout cela, une pensée ne cessait de résonner dans mon esprit. Ça aurait dû être moi. Alors que les ambulanciers s'occupèrent de Françoise, la chargeant sur une civière, j'ai croisé le regard de Lucas. Il pleurait maintenant, de grands sanglots déchirants. Mais quand nos yeux se sont rencontrés, j'y ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Le soulagement. Mon petit-fils de 12 ans était soulagé que sa grand-mère soit emmenée en ambulance, au lieu de moi, ce qui signifiait qu'il savait exactement ce qu'il y avait dans cette nourriture. Et si Lucas savait, alors quelqu'un le lui avait dit. Quelqu'un dans cette pièce avait tenté de me tuer ce soir. Debout sur le pas de ma porte, regardant l'ambulance s'éloigner avec Françoise à l'intérieur, j'ai réalisé que mon dîner de famille parfait venait de révéler la vérité la plus horrifiante de mes 68 ans. Quelqu'un que j'aimais voulait ma mort. Françoise a survécu, mais de justesse. Les médecins de l'hôpital de la Croix-Rousse nous ont dit qu'elle avait été empoisonnée avec de l'antigel, de l'éthylène glycol, comme ils l'appelaient. Goût sucré, presque inodore, et absolument mortel si consommé en bonne quantité. Elle était en soins intensifs, et il n'était même pas sûr s'il y aurait des dommages rénaux permanents. J'étais assise dans cette salle d'attente stérile, entourée de ma famille, et j'avais l'impression de me noyer. Tout le monde jouait son rôle à la perfection. Antoine faisait les 100 pas dans les couloirs, l'air convenablement inquiet pour sa belle-mère. Chloé était assise dans un coin, tamponnant ses yeux avec des mouchoirs. L'image d'une fille désemparée. Mais je n'étais plus dupe. Comment cela a-t-il pu arriver ? Ne cessait de dire Chloé. Comment de l'antigel a-t-il pu se retrouver dans la nourriture ?
Je ne comprends pas. Elle était douée. Si je n'avais pas vu la terreur de Lucas, si je n'avais pas été témoin de la manière soignée dont elle avait désigné mon assiette, je l'aurais peut-être cru. Moi aussi. Lucas n'avait pas dit un mot depuis notre arrivée à l'hôpital. Il était assis à côté de moi, petit et silencieux, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa mère, avec des yeux qui en savaient c'est bien trop pour un enfant de 12 ans. Après 3 heures, lorsque les médecins nous ont assuré que Françoise était stable, Antoine a suggéré que nous rentrions tous nous reposer. Il n'y a plus rien que nous puissions faire ce soir, dit-il. Et j'ai remarqué avec quelle rapidité Chloé a acquiescé. Tu as raison, dit-elle en se levant immédiatement. Lucas a besoin de sommeil pour l'école demain. Mais alors que nous nous dirigions vers le parking, Lucas a tiré sur ma manche. « Maman » a-t-il chuchoté. « Je peux rester avec toi ce soir, s'il te plaît ?» J'ai vu l'éclair de colère traverser le visage de Chloé avant qu'elle ne le contrôle. « Mon cœur, tu as école demain, » dit-elle de cette voix faussement douce. « Tu dois dormir dans ton propre lit. Je veux rester avec maman, » insista Lucas, sa voix plus forte maintenant. « Lucas, » commença Antoine. « Laisse-le rester, » dis-je fermement. Un peu de compagnie me ferait du bien après la frayeur de ce soir. Le regard que Chloé m'a lancé aurait pu geler l'eau, mais elle ne pouvait pas s'y opposer sans paraître déraisonnable. Alors, elle a forcé un sourire et a accepté. Une fois seule dans ma maison, la même maison où quelques heures plus tôt quelqu'un avait tenté de m'assassiner, Lucas a finalement craqué. Il s'est effondré sur mon canapé du salon et a sangloté comme si son cœur se brisait. Je l'ai tenu dans mes bras, le berçant comme je le faisais quand il était petit, jusqu'à ce que le pire soit passé. « Maman » a-t-il murmuré contre mon épaule. « Je suis tellement désolée. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'aurais dû l'arrêter. »« Arrêter qui, mon chéri ?» Il s'est reculé et m'a regardé avec des yeux bien trop vieux pour son visage. « Maman » Elle planifie ça depuis des mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je l'avais su au fond de moi, mais l'entendre confirmé par mon propre petit-fils était dévastateur. « Raconte-moi tout, » dis-je doucement. Ce que Lucas m'a raconté au cours de l'heure suivante a détruit toutes les illusions qui me restaient sur ma famille. Il avait surpris des conversations téléphoniques. Chloé parlant à quelqu'un de se débarrasser de la vieille bique et de faire en sorte que cela paraisse naturel. Il l'avait vu faire des recherches sur les poisons sur son ordinateur, quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Il l'avait regardé s'entraîner, à mettre quelque chose dans la nourriture, et à remuer, jusqu'à ce que cela se dissolve complètement. Elle m'a dit que si jamais je disais quelque chose, elle m'enverrait loin, dit Lucas, sa voix se brisant. Elle a dit que personne ne me croirait de toute façon parce que je ne suis qu'un enfant. Mais quand je l'ai vu mettre ce truc dans ton assiette ce soir, depuis combien de temps ça dure ? Depuis l'été, dit-il. Peut-être plus longtemps. Elle a commencé à me poser des questions bizarres sur toi, comme si tu prenais des médicaments, si tu te sentais parfois malade après avoir mangé ici, si tu avais des douleurs thoraciques ou autre chose. Je me sentis mal. Ma propre belle-fille avait utilisé mon petit-fils pour recueillir des informations sur ma santé, probablement pour trouver comment faire paraître ma mort naturelle. « Lucas, est-ce que ton père est impliqué ?» Le visage du garçon se décomposa. « Je ne sais pas. Peut-être. Il agit vraiment bizarrement ces derniers temps, et il pose beaucoup de questions sur ton testament. Mon testament, bien sûr. Je suis propriétaire de cette maison. J'avais un compte d'épargne bien garni de près de 60 000 € et quelques investissements qui avaient bien marché. Pas une fortune selon la plupart des normes, mais assez pour valoir la peine de tuer, apparemment. « Il y a autre chose, maman, » dit Lucas, sa voix à peine audible. « Je pense que maman a déjà essayé de t'empoisonner. Tu te souviens quand tu es tombée très malade après ce dîner le mois dernier ? Et la fois d'avant quand tu as dû aller aux urgences ? » Je me souvenais. Les 2 fois, j'avais attribué cela à une intoxication alimentaire ou à un virus gastrique. Les 2 fois, Chloé avait été celle qui insistait pour que je mange certains plats. « Elle s'entraînait », murmurai-je.
l'horreur totale de la situation me frappant. Elle testait les doses. Lucas hocha misérablement la tête. Ce soir, ça devait être la bonne. Je l'ai entendue au téléphone hier. Elle a dit à quelqu'un que ce serait enfin fini. Je me suis rassise sur ma chaise, l'esprit en ébullition. Ma belle-fille n'avait pas seulement décidé de me tuer sur un coup de tête. C'était une tentative de meurtre soigneusement planifiée et méthodiquement exécutée. Elle m'empoisonnait lentement depuis des mois, essayant probablement de trouver la bonne quantité qui me tuerait sans que ce soit immédiatement évident. Et elle avait utilisé mon petit-fils comme complice involontaire, le forçant à porter ce terrible secret. « Lucas, pourquoi Françoise n'est-elle pas tombée aussi malade que j'aurais dû l'être ? » « Parce que tu es plus petite qu'elle, » dit-il simplement. « Et parce que maman en a probablement mis plus dans ton assiette, car elle voulait être sûre cette fois. » Le calcul de la chose me glaça le sang. Chloé avait littéralement mesuré ma mort. Mais autre chose me dérangeait. « Chérie, comment savais-tu avec certitude que ce soir était le soir ?» Le visage de Lucas devint rouge vif. « J'ai écouté à la porte de leur chambre la nuit dernière. Maman et papa parlaient. Elle a dit que la vieille dame serait enfin partie d'ici mercredi et qu'il pourrait maintenant commencer à chercher des maisons de retraite pour moi. »« Des maisons de retraite pour toi ? Pas pour que j'y vive, » dit rapidement Lucas. « Pour m'y mettre. Elle a dit qu'une fois que tu serais parti et qu'ils hériteraient de tout, ils n'auraient plus besoin de moi. Que j'étais trop de travail et que j'en savais trop. » La pièce sembla tourner autour de moi. Non seulement Chloé avait prévu de m'assassiner, mais elle avait aussi prévu d'abandonner mon petit-fils après son propre fils. C'est là que j'ai su que je devais l'arrêter, continua Lucas. Je ne pouvais pas la laisser te faire du mal, et je ne pouvais pas la laisser m'envoyer loin. Tu es la seule qui m'aime vraiment, maman. Je l'ai serrée à nouveau contre moi, le cœur brisé pour ce brave petit garçon qui avait porté un si terrible fardeau. Mais sous le chagrin, autre chose grandissait, quelque chose de froid et de calculateur. Chloé se croyait intelligente. Elle pensait avoir planifié le meurtre parfait. Elle avait même prévu de se débarrasser du seul témoin, après coup. Elle n'avait aucune idée à qui elle avait affaire. J'avais survécu 68 ans, élevé 4 enfants, enterré un mari et construit une vie confortable grâce à une détermination pure et une planification minutieuse. Si Chloé voulait jouer avec ma vie et l'avenir de mon petit-fils, elle allait apprendre que j'étais loin d'être la vieille femme sans défense qu'elle pensait que j'étais. Mais d'abord, il me fallait des preuves. De vraies preuves, qui tiendraient devant un tribunal et garantiraient que Lucas n'aurait plus jamais à retourner dans cette maison. « Lucas, » dis-je doucement, « voudrais-tu aider maman avec un petit projet ?» Il leva les yeux vers moi, une lueur d'espoir dans ses yeux, pour la première fois cette nuit-là. Quel genre de projet ? J'ai souri et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, c'était tout à fait sincère. Le genre qui va nous sauver la vie, à tous les deux. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le genre de clarté qui vient lorsqu'on est dos au mur. Lucas dormait encore sur mon canapé, enroulé dans le vieux couvre-lit que j'avais fait quand Antoine avait son âge. Le regarder, si petit et vulnérable, a renforcé ma résolution. Cet enfant avait tout risqué pour me sauver la vie. C'était maintenant, à mon tour, de sauver la sienne. J'ai fait du café et je me suis assise à ma table de cuisine, la même table où j'avais planifié d'innombrables fêtes d'anniversaire, dîners de fête et réunions de famille. Aujourd'hui, je planifiais quelque chose de totalement différent. Quand Antoine a appelé à 8h30, j'étais prête pour lui. « Maman, comment tu tiens le coup ?» Sa voix semblait sincèrement inquiète, mais je pouvais entendre autre chose en dessous. De l'impatience, peut-être même de l'irritation. « Oh, tu me connais !» dis-je en faisant paraître ma voix plus tremblante que d'habitude. Je suis tellement secouée par ce qui est arrivé à la pauvre Françoise. Je n'arrête pas de penser que ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. Ouais, c'est vraiment effrayant, a-t-il convenu. Écoute, Chloé pense que tu ne devrais peut-être pas cuisiner pendant un certain temps. Tu sais, jusqu'à ce qu'on découvre comment c'est arrivé.
On pourrait peut-être t'apporter des repas, où tu pourrais manger plus souvent, à l'extérieur. Quelle attention de la part de Chloé de s'inquiéter pour ma cuisine. J'ai failli rire de son audace. C'est très gentil de sa part, dis-je. Mais je pense que ça ira. Je vais faire nettoyer la cuisine à fond, juste par sécurité. Il y eut une pause. Maman, Chloé pense aussi, que c'est peut-être le bon moment pour parler de ta situation de vie. Cette maison est si grande pour toi toute seule. Et après hier soir, voilà. Moins de 12 heures après avoir tenté de me tuer, ils passaient déjà à la phase 2 de leur plan. Que veux-tu dire, mon chéri? Juste que c'est peut-être le moment d'envisager une résidence assistée. Un endroit avec un service de repas, tu sais, où tu n'as pas à te soucier de la cuisine ou de l'entretien de cette grande maison. Je vois. J'ai gardé ma voix neutre. C'est certainement quelque chose à considérer. Est-ce que Lucas dort encore? Ouais. Chloé dit de le laisser se reposer. Il peut manquer l'école aujourd'hui, après le traumatisme d'hier soir. Comme c'est pratique, garder Lucas à la maison où il pourrait travailler sur lui. Probablement le convaincre que ce qu'il a vu n'était pas ce qu'il pensait avoir vu. En fait, Antoine, j'espérais que Lucas pourrait rester avec moi quelques jours de plus. J'aurais vraiment besoin de compagnie. Et je pense qu'il a besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé. Une autre pause, plus longue cette fois. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, maman. Lucas a besoin de routine. Et Chloé pense... Ce que Chloé pense n'est pas vraiment pertinent ici, dis-je, laissant un peu d'acier s'infiltrer dans ma voix. Lucas est mon petit-fils, et après ce que nous avons traversé, je pense que quelques jours avec sa grand-mère lui feraient assez du bien. Maman, Antoine, ma voix était ferme. À moins qu'il y ait une raison pour laquelle tu ne veux pas que Lucas reste avec moi. Le silence s'étira. Je pouvais presque l'entendre réfléchir, se demandant probablement si je soupçonnais quelque chose. Bien sûr que non, a-t-il finalement dit. C'est juste que Chloé s'inquiète que tu sois seule avec un enfant à ton âge. À mon âge, comme si 68 ans me rendaient incompétente. Comme si je n'avais pas élevé 4 enfants avec succès. J'ai réussi à t'élever très bien, dis-je sèchement. Je pense que je peux m'occuper d'un enfant de 12 ans pendant quelques jours. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Lucas réveillé dans le salon, l'air perdu et effrayé. « Hé, mon cœur !» dis-je en m'asseyant à côté de lui. « Comment tu te sens ?»« J'ai peur, » a-t-il admis. « Et si maman découvre que je t'ai tout dit? Et si elle essaie de te faire du mal à nouveau ?» J'ai pris ses mains dans les miennes. « Lucas, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Ta mère ne va plus me faire de mal parce que nous n'allons pas la laisser faire. Mais j'ai besoin de ton aide et ça pourrait être effrayant parfois. » Il se redressa, essayant de paraître courageux. « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» Au cours de l'heure suivante, j'ai expliqué mon plan. C'était risqué, mais c'était le seul moyen que je voyais pour obtenir les preuves dont nous avions besoin et nous garder tous les deux en sécurité. « D'abord, dis-je, nous devons tout documenter. Chaque conversation, chaque comportement suspect, tout ce dont tu te souviens des derniers mois. » J'ai sorti un carnet et nous avons passé la matinée à noter des dates, des heures et des détails. La mémoire de Lucas était remarquablement bonne. Il se souvenait de conversations téléphoniques spécifiques, de moments où Chloé avait agi étrangement et de cas où j'étais tombée malade après avoir mangé chez eux. « Deuxièmement, continuai-je, nous devons leur faire croire que leur plan fonctionne. »« Comment ça ? Je vais commencer à faire semblant d'être malade, confuse, comme si mon état empirait. Ils penseront que le poison a des effets retardés et, avec un peu de chance, ils deviendront négligents. » Lucas avait l'air inquiet. « Mais s'ils essaient de t'empoisonner à nouveau, ils ne le feront pas, » dis-je avec plus de confiance que je n'en ressentais. « Pas pour un moment. Ils voudront voir si les dommages de la nuit dernière vont finir le travail d'abord. Et de toute façon, je ne mange plus rien de ce qu'ils me donnent. » Cet après-midi-là, quand Antoine et Chloé sont venus chercher Lucas, j'ai joué une sacrée comédie. « Oh, je suis si contente que vous soyez là, » dis-je en laissant ma voix vaciller légèrement. «
Je me sens si étrange aujourd'hui. Étourdie, vous savez. Et j'oublie tout le temps des choses. J'ai vu les yeux de Chloé s'illuminer d'intérêt, bien qu'elle ait essayé de le cacher derrière de l'inquiétude. « Oh, Solange, tu devrais peut-être voir un médecin, » dit-elle. Mais je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. « Peut-être, » ai-je convenu. « Bien qu'à mon âge ces choses arrivent, n'est-ce pas? Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. »« Maman, tu es sûre que ça va ?» a demandé Antoine. Et pour un instant, il a sonné comme mon petit garçon d'autrefois. « Je vais bien, mon chéri. Juste un peu secoué par hier soir, je suppose. » Quand ils ont essayé de prendre Lucas, j'ai joué ma carte maîtresse. « En fait, » dis-je en serrant la main de Lucas, « j'espérais qu'il pourrait rester une nuit de plus. J'ai ces épisodes de confusion, et j'ai peur de tomber ou quelque chose comme ça. L'avoir ici me rassure. C'était brillant, si je puis dire. » Il ne pouvait pas s'opposer à ce que Lucas reste pour s'occuper de sa pauvre grand-mère en déclin, sans paraître sans cœur. Et s'il pensait que je montrais déjà des signes de déclin mental, il s'inquiéterait moins que je découvre leur plan. « Bien sûr, » dit rapidement Chloé. « Lucas devrait absolument rester pour s'occuper de toi. » Après leur départ, Lucas m'a regardé avec quelque chose qui approchait de l'admiration. « Maman, tu es vraiment douée pour ça. Chérie, quand on a vécu aussi longtemps que moi, on apprend quelque chose sur les gens. Ta mère se croit très intelligente, mais elle est aussi très prévisible. Ce soir-là, Chloé a appelé pour prendre de mes nouvelles. « Comment te sens-tu, Solange ?» a-t-elle demandé, sa voix dégoulinant de fausse inquiétude. « Oh, pas très bien, » dis-je en ajoutant un léger tremblement à ma voix. « J'ai eu un autre vertige cet après-midi, et mon estomac a été assez dérangé. Lucas a dû m'aider à aller aux toilettes. « C'est terrible, » dit-elle. Mais je pouvais entendre l'excitation qu'elle essayait de réprimer. « Tu devrais peut-être envisager d'aller aux urgences. »« Non, non, » dis-je rapidement. « Je déteste les hôpitaux. Je vais bien. Ces vieux corps mettent juste du temps à se remettre, tu sais. »« Bien sûr, » a-t-elle convenu. « Eh bien, essaie de te reposer. Et Solange, tu devrais peut-être réfléchir à ce qu'Antoine a dit ce matin sur ta situation de vie si tu as des épisodes comme ça. Tu as peut-être raison, dis-je avec un lourd soupir. Cette maison est terriblement grande pour quelqu'un dans mon état. Après avoir raccroché, je me suis tournée vers Lucas, qui avait écouté depuis le seuil de la cuisine. « Tu as entendu ça ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête. « Elle avait l'air contente que tu sois malade. » « Exactement. Ce qui signifie qu'elle va devenir négligente. Les gens deviennent imprudents quand ils pensent qu'ils sont en train de gagner. » Au cours des 2 jours suivants, j'ai perfectionné mon jeu d'actrice. J'oubliais des conversations, semblais confuse sur des choses simples et me plaignais de problèmes d'estomac et de vertiges continus. Chaque fois que Chloé appelait, je semblais un peu moins bien, un peu plus impuissante. Et chaque fois, je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix grandir. Le 3e jour, elle a commis son erreur. « Solange, » dit-elle lors de son appel de contrôle quotidien. « J'ai fait des recherches sur tes symptômes. Je pense que tu as peut-être eu un petit AVC. Parfois, ils peuvent être si légers que tu ne t'en rends même pas compte. »« Un AVC ?» ?»« Bien sûr. Cela expliquerait la confusion, les vertiges, tout. Et si j'avais eu un petit AVC, qui s'interrogerait si j'en avais un plus gros, fatal ? Tu le penses vraiment ? demandai-je, en faisant paraître ma voix effrayée. Je le pense, dit-elle, son inquiétude semblant presque authentique. Je pense que tu devrais voir un médecin tout de suite. En fait, Antoine et moi avons parlé, et nous pensons que tu devrais venir rester avec nous pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Rester avec eux, où ils pourraient bien contrôler ce que je mangeais, à qui je parlais, et quand je mourrais. C'est très attentionné, dis-je prudemment. Mais je ne veux pas être un fardeau. Tu ne pourrais jamais être un fardeau, a-t-elle menti sans heurte. Nous voulons prendre soin de toi. C'est ce que fait la famille. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine, fixant le téléphone. Ils avançaient plus vite que prévu. J'avais gagné un peu de temps,
en leur faisant croire que leur première tentative fonctionnait. Mais maintenant, ils voulaient en finir le travail. Le problème était que je n'avais toujours pas assez de preuves pour prouver quoi que ce soit. J'avais le témoignage de Lucas, mais il n'était qu'un enfant. J'avais mes soupçons et quelques preuves circonstancielles, mais rien qui ne convaincrait un jury. Je devais les prendre en flagrant délit, ce qui signifiait que j'allais devoir les laisser essayer de me tuer, à nouveau. La pensée aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, j'ai senti une détermination froide et calme s'installer en moi. Ils avaient commis une erreur cruciale dans leur planification. Ils avaient sous-estimé leur cible. Je n'étais pas une vieille femme sans défense attendant de mourir. J'étais une mère protégeant son petit-fils. Et il n'y avait rien de plus dangereux que ça. Chloé voulait jouer avec la vie et la mort. Très bien. Mais cette fois, c'est moi qui allais écrire les règles. J'avais 48 heures pour me préparer avant qu'Antoine et Chloé ne s'attendent à ce que je déménage chez eux. 48 heures pour tendre un piège qui les exposerait et protégerait Lucas pour toujours. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat, Maître Dubois. Je connaissais Robert depuis 15 ans. Il s'était occupé de la succession de mon mari et avait toujours été franc avec moi. « Robert, je dois changer mon testament immédiatement, » dis-je quand il répondit. « Solange, tout va bien? Tu as l'air tendu. Je t'expliquerai quand je te verrai. Peux-tu me recevoir aujourd'hui ?» 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de Robert avec Lucas à mes côtés. Robert a haussé un sourcil quand je suis entrée avec mon petit-fils. Mais il n'a pas posé de questions avant que nous soyons installés. « Qu'est-ce qui se passe, Solange ?» Je lui ai tout raconté. La tentative d'empoisonnement, le témoignage de Lucas, mes soupçons sur les fois précédentes, où j'étais tombée malade. Robert a écouté sans interruption, son expression devenant de plus en plus préoccupée, à chaque détail. « C'est grave, » a-t-il dit quand j'ai fini. « As-tu contacté la police? Avec quelle preuve? Le témoignage d'un enfant de 12 ans et mes soupçons, il penserait que je suis une vieille femme paranoïaque. » Robert s'est adossé à sa chaise. « Que veux-tu faire? »« Je veux changer mon testament. Tout va à Lucas, avec toi comme fiduciaire jusqu'à ses 25 ans. Antoine ne reçoit rien. Et je veux que tu gardes l'original. Ne parle à personne du changement. Solange, si tu soupçonnes qu'ils essaient de te tuer pour ton héritage, supprimer leur mobile pourrait être la chose la plus intelligente à faire. »« Non, » dis-je fermement. « Si je change le testament et que je le leur dis, ils trouveront simplement une autre raison de se débarrasser de moi. Ils en savent trop maintenant, et ils ont déjà montré qu'ils étaient prêts à abandonner Lucas. J'ai besoin qu'ils essaient à nouveau. »« Tu veux qu'ils essaient de te tuer à nouveau ?» Robert avait l'air horrifié. « Je veux qu'ils essaient et échouent, et je veux que tout soit documenté pour qu'ils ne puissent plus jamais nous faire de mal, à l'un ou à l'autre. » Robert est resté silencieux un long moment. « De quoi as-tu besoin de ma part? » « J'ai besoin que tu saches la vérité au cas où quelque chose m'arriverait, et j'ai besoin que tu m'aides à mettre en place une assurance. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier. Robert aurait des enquêteurs prêts à intervenir si quelque chose m'arrivait. Il préparerait également des papiers de tutelle qui me donneraient la garde complète de Lucas si quelque chose arrivait à Antoine et Chloé. « Une dernière chose, » dis-je alors que nous nous préparions à partir. « J'ai besoin que tu écrives une lettre. Si quelque chose m'arrive, je veux que Lucas sache que rien de tout cela n'était de sa faute et que j'étais fière de lui d'avoir essayé de me protéger. » La voix de Robert était douce quand il a parlé. « Solange, es-tu sûre de ça? Il doit y avoir un autre moyen. »« Il n'y a pas d'autre moyen, » dis-je. Ils ont déjà décidé que je devais mourir. La seule question est de savoir si je suis prête pour eux, quand ils essaieront. Ce soir-là, j'ai mis en branle la phase 2 de mon plan. J'ai appelé ma voisine, Madame Picard, qui vivait de l'autre côté de la rue. « Geneviève, j'ai besoin d'une faveur, » dis-je. Une grosse faveur. Geneviève Picard avait 72 ans, l'esprit vif comme l'éclair, et surveillait le quartier comme un faucon depuis 20 ans. Si quelqu'un pouvait m'aider à attraper des tueurs, c'était bien elle. « De quoi as-tu besoin, ma chérie ?» J'ai expliqué la situation, et la réaction de Geneviève a été immédiate
et féroce. Cette petite sorcière blonde, a-t-elle grogné. Je ne l'ai jamais aimée. Toujours trop douce, tu sais. Et la façon dont elle regarde ta maison comme si elle la mesurait déjà pour de nouveaux rideaux. Geneviève, j'ai besoin que tu surveilles ma maison quand ils viendront me chercher demain. Si quelque chose semble anormal, appelle la police immédiatement. Que veux-tu dire par anormal? S'ils me sortent d'ici sur une civière, si je semble inconsciente ou droguée, si Lucas a l'air effrayé ou contrarié, tout ce qui ne semble pas normal. Solange, es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout? Je n'ai pas le choix. Ils vont continuer à essayer jusqu'à ce qu'ils réussissent, et alors Lucas sera laissé avec eux. Je ne peux pas laisser ça arriver. Le lendemain matin, j'ai préparé ma maison comme un décor de théâtre. J'ai placé un petit enregistreur numérique dans mon sac à main et un autre dans la cuisine, caché derrière la boîte à farine. J'ai arrangé que Lucas envoie un SMS à Geneviève à des heures précises. S'il manquait un SMS, elle saurait que quelque chose n'allait pas. Quand Antoine et Chloé sont arrivés pour m'aider à faire mes valises, j'étais prête. « Maman, tu as une mine affreuse », a dit Antoine. Et pour une fois, il semblait vraiment inquiet. J'avais effectivement une mine affreuse. J'avais passé 20 minutes ce matin-là à me faire paraître plus malade. Maquillage pâle, mains tremblantes, tout le tralala. J'ai eu ces vertiges toute la matinée, dis-je faiblement. Et je suis si confuse à propos de tout. Je ne me souviens même plus de ce que je dois emballer. Ne t'inquiète pas pour ça, dit rapidement Chloé. Nous nous occuperons de tout. Toi, assieds-toi et repose-toi. Je l'ai regardée se déplacer dans ma maison, touchant mes affaires avec une familiarité qui me donnait la chair de poule. Elle agissait déjà comme si elle était propriétaire des lieux. « Solange, » dit-elle en revenant dans le salon. « Je t'ai fait du thé. Ça aidera à calmer ton estomac. » Elle m'a tendu une tasse de mon propre thé, infusé dans ma propre cuisine, et j'ai su sans l'ombre d'un doute qu'il était empoisonné. « C'est si attentionné, » dis-je, acceptant la tasse avec des mains tremblantes. C'était le moment de vérité. J'ai porté la tasse à mes lèvres, laissant le liquide toucher ma bouche, mais sans avaler. Puis j'ai fait semblant de le siroter tout en laissant la plus grande partie se renverser dans la tasse. « Ce goût est différent, » dis-je en fronçant les sourcils en regardant la tasse. « Différent comment ?» demanda Chloé. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. « Amer, » dis-je, presque métallique. « C'est probablement juste parce que tu ne te sens pas bien, » dit-elle rapidement. « Tout a un goût différent quand on est malade. » J'ai pris une autre fausse gorgée, puis j'ai posé la tasse sur la table d'appoint. « Je crois que j'ai besoin de m'allonger une minute, » dis-je en me levant lentement et en vacillant légèrement. « Maman, ça va ?» Antoine s'est levé d'un bond pour me soutenir. « Juste étourdi, » murmurai-je en m'appuyant lourdement sur lui. Ce qui s'est passé ensuite, c'était comme regarder une pièce de théâtre se dérouler exactement comme je l'avais écrite. J'ai fait semblant de m'effondrer sur le canapé, ma respiration devenant superficielle et irrégulière. Lucas, qui savait ce qui se passait, a commencé à pleurer et à appeler mon nom. Antoine a commencé à paniquer, criant à quelqu'un d'appeler le 112. Mais Chloé était calme, trop calme. « N'appelle pas encore une ambulance, » dit-elle. « Voyons si elle revient à elle toute seule. Parfois, ces épisodes passent. »« Tu es folle » a crié Antoine. « Elle respire à peine. »« Antoine, calme-toi, » dit fermement Chloé. « Devenir hystérique n'aidera personne. » À travers mes yeux à peine ouverts, je l'ai regardée vérifier sa montre. Elle chronométrait, attendant de voir combien de temps il faudrait pour que ce qu'elle m'avait donné me tue. « S'il te plaît, maman, appelle le 112, » supplia Lucas, jouant son rôle à la perfection. « Dans une minute, mon chéri, » dit Chloé, sa voix toujours étrangement calme. « Attendons juste un peu plus longtemps. » C'est là que j'ai su que je la tenais. N'importe quelle personne normale aurait appelé à l'aide immédiatement. N'importe quelle personne innocente n'aurait pas suggéré d'attendre alors que quelqu'un était en train de mourir devant eux. Le comportement de Chloé était si clairement celui de quelqu'un qui s'attendait à ce que je meure que même le jury le plus sceptique le verrait. Après ce qui a semblé une éternité,
mais qui n'était probablement que 3 minutes, j'ai entendu Antoine dire « Ça suffit, j'appelle le 112 ». « Non, attends », dit sèchement Chloé. « Je crois qu'elle est déjà partie. » « Déjà partie ?» Elle voulait que je sois morte. J'ai attendu d'entendre les sirènes avant de reprendre conscience. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmurai-je faiblement, en ouvrant les yeux et en regardant autour de moi avec confusion. Le soulagement sur le visage d'Antoine était authentique. La déception sur celui de Chloé était tout aussi réelle. « Tu t'es effondrée, maman !» a dit Antoine en me tenant la main. « Les ambulanciers sont là !» Alors que les secouristes vérifiaient mes signes vitaux et me posèrent des questions, je leur ai offert la performance de ma vie. Confuse, faible, incapable de me souvenir clairement de ce qui s'était passé. J'ai mentionné le goût amer du thé et j'ai vu un des ambulanciers prendre une note. « Nous devrions l'emmener pour observation », a déclaré le chef des ambulanciers. À son âge, un effondrement comme celui-ci pourrait indiquer plusieurs conditions graves. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda Chloé. Elle semble se sentir mieux. L'ambulancier lui a lancé un regard qui disait clairement qu'il la prenait pour une idiote. « Madame, votre belle-mère vient de perdre connaissance pendant plusieurs minutes. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. » Alors qu'il me chargeait sur la civière, j'ai veillé à prendre mon sac à main avec l'enregistreur à l'intérieur. J'ai également établi un contact visuel avec Lucas, lui faisant un léger signe de tête pour lui faire savoir que j'allais bien. À l'hôpital, j'ai continué mon jeu d'actrice pendant que les médecins faisaient un des tests. Tout est revenu normal, bien sûr, car je n'avais en fait consommé aucun poison. Mais l'important était que tout était documenté. Quand l'infirmière m'a interrogée sur ce que j'avais mangé ou bu avant l'épisode, j'ai veillé à mentionner le thé que Chloé m'avait préparé. Il avait un goût étrange, dis-je faiblement. Amer, métallique. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. L'infirmière a pris une note et je savais que si quelque chose m'arrivait à l'avenir, il y aurait une trace de cette conversation. Antoine et Chloé m'ont rendu visite ce soir-là avec Lucas. « Comment te sens-tu, maman ?» a demandé Antoine. « Confuse, » dis-je honnêtement. Les médecins n'arrivent pas à comprendre ce qui a causé l'épisode. Ils font d'autres tests. Je suis sûre que ce n'est rien de grave, a dit Chloé. Mais je pouvais voir la frustration dans ses yeux. Son plan avait de nouveau échoué. Et maintenant, il y avait des dossiers médicaux documentant mes symptômes. Le médecin m'a posé des questions sur le thé, dis-je nonchalamment, en observant la réaction de Chloé. Il voulait savoir exactement ce qu'il y avait dedans. Le visage de Chloé pâlit. Le thé? C'était juste du thé ordinaire. Earl Grey, je crois. C'est ce que je lui ai dit, dis-je. Mais il semblait très intéressé par le goût métallique que j'ai mentionné. Il a dit qu'il pourrait n'en vouloir le tester. Le tester? Antoine avait l'air confus. Tester du thé? Quand quelqu'un a un effondrement inexpliqué, ils doivent considérer toutes les possibilités, dis-je, y compris la possibilité que quelque chose qu'ils ont consommé ait pu le causer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les mains de Chloé tremblaient et elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers la porte, comme si elle voulait s'enfuir. « Eh bien, » dit-elle finalement, sa voix trop aiguë. « J'ai jeté la tasse. Je faisais juste le ménage en attendant l'ambulance. » Bien sûr qu'elle l'avait fait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais seulement fait semblant de boire le thé. La tasse, avec la plupart de son contenu empoisonné encore à l'intérieur, était maintenant dans mon lave-vaisselle à la maison, attendant d'être testée. Et Geneviève Picard l'avait regardée jeter quelque chose dans ma poubelle quand elle pensait que personne ne regardait. Alors que les heures de visite se terminaient et que ma famille se préparait à partir, j'ai attrapé la main de Lucas. « Je serai bientôt à la maison, mon cœur, » dis-je doucement. « Promis ?» a-t-il murmuré. « Je le promets. Et quand je rentrerai à la maison, tout sera différent. » Chloé a entendu et a souri de ce faux sourire doux qui était le sien. « Bien sûr que ça le sera, » a-t-elle dit. « Nous allons prendre si bien soin de toi, Solange. Tu n'auras plus jamais à te soucier de rien. » En la regardant dans les yeux, j'ai vu ma propre mort s'y refléter. Elle n'abandonnait pas.
Si quoi que ce soit, elle était plus déterminée que jamais. Mais c'était exactement ce sur quoi je comptais. Parce que demain, quand je sortirais de l'hôpital, j'allais lui donner une dernière chance de montrer ses vraies couleurs. Et cette fois, je m'assurerai que le monde entier regarde. L'hôpital m'a libérée l'après-midi suivant, avec des instructions de suivi avec mon médecin traitant et une ordonnance pour des anxiolytiques légers que je n'avais aucune intention de prendre. Alors qu'Antoine me poussait en fauteuil roulant vers la voiture, j'ai joué mon rôle à la perfection. Fragile, confuse, dépendante. Je me sens toujours si étrange, dis-je faiblement, alors que Chloé m'aidait à monter dans le siège passager. Comme si je n'étais pas tout à fait moi-même. C'est tout à fait normal après ce que tu as traversé, a dit Chloé, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Tu as juste besoin de repos et de gens pour prendre soin de toi. Le trajet jusqu'à leur maison ressemblait à un cortège funèbre. Je regardais par la fenêtre les rues familières, me demandant si je les voyais pour la dernière fois. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je pensais à Lucas, assis tranquillement sur la banquette arrière, et ma résolution se renforçait. Leur maison était une maison moderne, à 2 étages, dans l'un des nouveaux lotissements. Des lignes épurées et des finitions coûteuses, mais d'une certaine manière froides. Antoine a porté ma petite valise à l'étage pendant que Chloé me montrait ce qu'elle appelait ma chambre. Nous avons aménagé la chambre d'amis au rez-de-chaussée, pour que tu n'aies pas à te soucier des escaliers, dit-elle en ouvrant la porte d'une pièce qui ressemblait plus à une cellule qu'à une chambre. Une petite fenêtre, des meubles positionnés de sorte que le lit ne pouvait pas être vu du couloir, et surtout, loin de la chambre de Lucas à l'étage. C'est charmant, dis-je en m'installant dans le fauteuil près de la fenêtre. Si attentionné de votre part. Je veux que tu te sentes complètement à l'aise, a dit Chloé. Et en sécurité, c'est la chose la plus importante. En sécurité? L'ironie ne m'a pas échappé. Ce premier soir, ils m'ont traité comme du ver filé. Antoine tournait autour de moi anxieusement, me demandant si j'avais besoin de quelque chose toutes les quelques minutes. Lucas restait près de moi, jouant le petit-fils inquiet tout en vérifiant secrètement mon état avec ses yeux. Et Chloé me surveillait comme un faucon étudiant sa proie. Le dîner était une performance soigneusement orchestrée. Chloé avait préparé ce qu'elle appelait des aliments légers et faciles à digérer. Soupe, crackers, tisane. J'ai mangé avec parcimonie, prétendant que mon estomac était encore dérangé par mon séjour à l'hôpital. « Tu devrais essayer de manger plus », a insisté Chloé, en versant une autre cuillerée de soupe dans mon bol. « Tu dois garder tes forces. Je sais, ma chérie. Mais tout a un goût si étrange ces derniers temps, dis-je en remuant la soupe. Depuis cet épisode, je l'ai vu se crisper légèrement. Ma survie continue la frustrait clairement. Après le dîner, alors qu'Antoine m'aidait à regagner ma chambre, j'ai entendu Chloé au téléphone dans la cuisine. « Non, elle ne va pas mieux, » disait-elle à voix basse. « Si quoi que ce soit, elle va plus mal, plus confuse, plus faible. Je ne pense pas que ce sera beaucoup plus long. Je ne pense pas que ce sera beaucoup plus long. » Elle rendait compte de mon état à quelqu'un comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Cette nuit-là, allongée dans le lit inconnu, je les ai entendus parler dans leur chambre à l'étage. Les conduits de chauffage transportaient tes leçons dans toute la maison, et leur chambre était juste au-dessus de la mienne. « Combien de temps ça va prendre ?» La voix d'Antoine était tendue. « Pas beaucoup plus longtemps, » a répondu Chloé. Elle montre déjà des signes de dommages aux organes. La confusion, la faiblesse, tout progresse exactement comme il se doit. Je ne peux plus supporter ça. Chaque fois que je la regarde, je me sens malade. « Tu te sens malade ?» La voix de Chloé est devenue tranchante. « Antoine, nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Veux-tu passer le reste de ta vie à faire des boulots que tu détestes pendant qu'elle est assise sur une fortune qu'elle ne peut même plus apprécier? Non, mais rien. C'est temporaire. Quelques jours de plus, peut-être une semaine. Et ensuite, nous pourrons passer à autre chose dans nos vies. De vraies vies avec de l'argent réel. » Et Lucas? Il y eut une pause. Et quand Chloé a parlé à nouveau, sa voix était plus froide que je ne l'avais jamais entendue.
Lucas s'adaptera. Les enfants sont résilients. Et une fois que nous aurons réglé l'héritage, nous pourrons envisager des pensionnats, de bons, où il recevra une éducation appropriée et apprendra à ne pas poser autant de questions. Un pensionnat. Il prévoyait d'expédier mon petit-fils dès que je serais morte, et qu'ils auraient mis la main sur mon argent. Le lendemain matin, Chloé m'a apporté le petit déjeuner au lit. Un autre geste attentionné qui lui permettait de contrôler exactement ce que je consommais. « J'ai fait ton préféré », dit-elle vivement, en posant un plateau avec des œufs brouillés, du pain grillé et du jus d'orange. « Et j'ai ajouté du miel dans le jus. Tu as besoin d'énergie. » Le jus avait l'air normal, mais je ne prenais aucun risque. J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai soigneusement versé la plus grande partie dans la plante près de la fenêtre, et j'ai rempli le verre avec de l'eau du robinet de la salle de bain. Vers midi, alors que j'étais censée faire la sieste, j'ai entendu Chloé parler à nouveau au téléphone. Cette fois, j'ai réussi à m'approcher suffisamment de la porte pour entendre plus clairement. « Ça doit être aujourd'hui », disait-elle. Antoine commence à avoir la frousse et la vieille Bic commence à poser trop de questions sur ses médicaments. Je pense qu'elle soupçonne quelque chose. Une pause. Non, je ne peux plus attendre. Aujourd'hui, quand elle prendra son thé de l'après-midi, je le ferai assez fort pour qu'il n'y ait aucune question sur le résultat. Mon sang se glaça. C'était ça, sa dernière tentative. J'ai passé le reste de l'après-midi à me préparer. J'ai envoyé un SMS à Geneviève Picard depuis mon téléphone caché, lui faisant savoir qu'aujourd'hui était le jour. Je me suis assurée que l'enregistreur dans mon sac à main fonctionnait et qu'il était positionné pour capter les conversations. Plus important encore, j'ai préparé Lucas à ce qui allait se passer. Quand il était venu me voir après l'école, j'ai chuchoté rapidement pendant que Chloé était occupée dans la cuisine. « C'est aujourd'hui », dis-je doucement. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Quoi qu'il arrive, aussi mauvais que cela puisse paraître, n'essaie pas de l'arrêter. Laisse faire. » Son visage pâlit, mais il hocha la tête courageusement. À 16h, pile à l'heure, Chloé est apparue avec une tasse de thé. « J'ai pensé que tu aimerais de la camomille, » dit-elle, sa voix chaude et attentionnée. Elle avait même ajouté une petite assiette de biscuits, l'image parfaite d'une belle fille dévouée, s'occupant de sa belle-mère âgée. « C'est si gentil de ta part, » dis-je en acceptant la tasse avec des mains tremblantes. Je pouvais le sentir immédiatement, une odeur chimique sous la camomille, plus forte et plus acide que l'antigel qu'elle avait utilisé auparavant. Quoi qu'elle ait mis dans ce thé, c'était destiné à finir le travail rapidement. « Bois », dit-elle en s'installant dans le fauteuil en face de moi. « C'est bon pour toi. » C'était le moment pour lequel je m'étais préparée. J'ai porté la tasse à mes lèvres, je me suis assurée qu'elle me voyait prendre ce qui ressemblait à une grande gorgée, puis je l'ai posée avec un soupir satisfait. « Délicieux, » dis-je. « Tu fais le meilleur thé. » Chloé a souri, mais ses yeux n'ont jamais quitté mon visage. Elle surveillait les premiers signes que le poison faisait effet. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes. Je l'ai complimentée sur les biscuits, lui ai demandé comment s'était passée sa journée, jouant parfaitement le rôle de la victime, sans méfiance. Tout cela pendant que le thé empoisonné refroidissait sur la table d'appoint, la plupart de son contenu, encore non bu. « Solange, » dit soudain Chloé, « il y a quelque chose dont je voulais te parler. »« Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est à propos de ton testament. » La voilà. Elle ne pouvait pas attendre que je meure naturellement. Elle avait besoin de s'assurer que tout était en ordre d'abord. « Mon testament ?» J'ai cligné des yeux avec confusion comme si le sujet ne m'était jamais venu à l'esprit. « Antoine et moi avons parlé, et nous pensons que tu devrais le mettre à jour, tu sais, pour t'assurer que tout est clair et légal. Nous ne voudrions pas qu'il y ait de complications pour Lucas. » « Quel genre de complications ? » « Eh bien, si quelque chose t'arrive, ce que nous espérons tous que non avant de nombreuses années, mais si c'est le cas, nous voulons nous assurer que Lucas est pris en charge, qu'il a des tuteurs qui l'aiment et un avenir financier sûr. Elle était si douce, si bien entraînée. Si je n'avais pas su ce qu'elle disait vraiment, j'aurais pu être touchée par son inquiétude.
Je suppose que c'est logique, dis-je lentement. Qu'aviez-vous en tête? Rien de majeur, dit-elle rapidement. Juste mettre à jour les bénéficiaires pour refléter la situation familiale actuelle. S'assurer qu'Antoine et moi sommes listés comme tuteurs de Lucas et que l'héritage est structuré d'une manière qui a du sens. Structuré comment? Eh bien, tu sais comment fonctionnent ces choses légales, les fiducies et tout le reste. Antoine et moi pourrions tout gérer pour Lucas jusqu'à ce qu'il soit plus âgé. Beaucoup plus âgé. Beaucoup plus âgé. Comme jamais. Je devrais probablement en parler à mon avocat, dis-je. Oh, ce n'est pas nécessaire, dit rapidement Chloé. Antoine connaît un avocat spécialisé en planification successorale. Quelqu'un de beaucoup plus au courant que ce vieil homme que tu utilises. Bien sûr qu'ils en connaissaient un. Quelqu'un qui s'assurerait que le testament soit rédigé exactement comme il le voulait. Je ne sais pas, dis-je avec hésitation. Maître Dubois s'occupe de mes affaires depuis des années. Je lui fais confiance. La voix de Chloé prit un ton plus dur. Je pense que tu ne comprends pas la gravité de la situation. Tu as eu des épisodes, des problèmes de mémoire, de la confusion. Et si quelque chose t'arrive et que tes affaires ne sont pas en ordre? Et si Lucas se retrouve en famille d'accueil parce qu'il y a des complications légales? Elle me menaçait, menaçant de laisser mon petit-fils se retrouver dans le système si je ne leur cédais pas ma succession. Je ne voudrais pas ça, dis-je faiblement. Bien sûr que non. C'est pourquoi nous devons nous en occuper tout de suite. Aujourd'hui, si possible. Aujourd'hui. Elle voulait que je signe un nouveau testament aujourd'hui et que je meure ce soir du thé empoisonné. Rapide, efficace et juridiquement à toute épreuve. Je me sens un peu fatiguée, dis-je en portant une main à mon front. Pourrions-nous en parler demain? Chloé se leva brusquement, sa patience finissant par craquer. Il n'y aura peut-être pas de lendemain. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous comme un aveu. Que veux-tu dire? Demandai-je, ma voix petite et effrayée. Elle se reprit, forçant son expression à redevenir inquiète. Je veux juste dire qu'à ton âge, avec tes récents problèmes de santé, il est important de ne pas remettre à plus tard les décisions importantes. Mais c'était trop tard. J'avais entendu la vérité dans sa voix, vu le masque glisser juste un instant. « Chloé, » dis-je doucement, « y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Elle se rassit, se penchant en avant, avec une expression de profonde sympathie. « Solange, les médecins à l'hôpital, ils ont dit à Antoine et moi que tes épisodes risquent de s'aggraver. Beaucoup plus. Ils pensent que tu as peut-être eu une série de petits AVC et que de plus gros sont presque inévitables. Ils t'ont dit ça. Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Ils pensaient que ce serait trop bouleversant pour toi dans ton état actuel. Mais Antoine et moi avons estimé que tu avais le droit de savoir pour que tu puisses prendre des décisions éclairées sur ton avenir. C'était un mensonge magistral. Elle créait une urgence médicale qui n'existait pas pour me presser de signer ma succession. Et elle utilisait ma prétendue incompétence mentale pour expliquer pourquoi je ne me souviendrais pas de conversations qui n'avaient jamais eu lieu. « Combien de temps me reste-t-il » murmurai-je. « Ils ne savent pas avec certitude, » dit-elle doucement. « Mais ils pensent que tu devrais mettre tes affaires en ordre le plus tôt possible. » Je me suis rassise sur ma chaise, laissant tout le poids de sa tromperie m'envahir. Elle n'essayait pas seulement de me tuer pour mon argent. Elle me torturait d'abord, me faisant croire que je mourrais naturellement pour que je coopère à ma propre destruction. « Je dois y réfléchir, » dis-je finalement. « Bien sûr, » dit Chloé en se relevant. « Mais ne réfléchis pas trop longtemps, pour le bien de Lucas. » Après son départ, je suis restée assise à regarder la tasse de thé sur la table. Dedans, je pouvais voir le reflet de tout ce que j'avais perdu. L'amour de mon fils, mon sens de la famille, ma confiance dans les personnes les plus proches de moi. Mais je pouvais aussi voir autre chose. Ma propre force, encore intacte après 68 ans de défis de la vie. Chloé pensait qu'elle m'avait brisée, rendue impuissante et dépendante. Elle pensait que je n'étais qu'une vieille femme confuse, qui signerait tous les papiers qu'elle mettrait devant moi. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort.
Parce que demain matin, j'allais lui donner exactement ce qu'elle voulait. Une confrontation qui l'exposerait pour ce qu'elle était vraiment. Et cette fois, j'allais m'assurer qu'il y ait des témoins. Je me suis réveillée le lendemain matin au son de Chloé qui s'affairait dans la cuisine, se demandant probablement pourquoi je n'étais pas encore morte. Le thé empoisonné était sur ma table de chevet, exactement là où je l'avais laissé. Un témoignage de son plan raté. Aujourd'hui était le jour où j'arrêtais de fuir et où je commençais à me battre. À 8 heures précises, on frappa à la porte d'entrée. Chloé a répondu et j'ai entendu sa voix surprise saluer quelqu'un. « Maître Dubois, que faites-vous ici ? Je suis ici pour voir ma cliente. » La voix de Robert était ferme et professionnelle. Madame Solange m'a appelé hier et m'a demandé de passer ce matin. Bien sûr, je n'avais rien fait de tel, mais Robert jouait son rôle à la perfection. Nous avions arrangé cela dans le cadre de notre plan d'urgence. « Elle ne se sent pas bien, » dit Chloé, et je pouvais entendre la tension dans sa voix. « Peut-être pourriez-vous revenir une autre fois. »« J'ai bien peur que cela ne puisse pas attendre, » a répondu Robert. C'est concernant son testament. Les mots magiques. J'ai entendu des pas rapides. Et puis Chloé était dans ma chambre, le visage rouge d'excitation et d'anxiété. « Solange, ton avocat est là, » dit-elle. « Il dit que tu l'as appelé pour ton testament. »« Vraiment ?» J'ai cligné des yeux, confuse. Je ne me souviens pas avoir appelé qui que ce soit. « Ce n'est pas grave, » dit-elle rapidement. « Tu as eu quelques problèmes de mémoire. Mais puisqu'il est là, peut-être devrions-nous nous occuper de cette affaire dont nous avons discuté hier. »« Parfait !» Elle était si impatiente de mettre la main sur ma succession qu'elle tombait droit dans mon piège. « Je suppose que ce serait d'accord, » dis-je faiblement. « Pourrais-tu m'aider à aller au salon ?» Alors que nous avancions lentement dans le couloir, j'ai vu Robert dans le salon. Mais il n'était pas seul. L'inspectrice Sarah Martin de la police locale était assise à côté de lui, vêtue de vêtements civils, mais avec un air d'autorité indéniable. « Qui est-ce » demanda sèchement Chloé. « L'inspectrice Martin, » dit Robert sans heurts. « Elle est spécialisée dans les cas de fraude envers les personnes âgées. Étant donné les récents problèmes de santé de Madame Solange et la nature sensible de la planification successorale, j'ai pensé qu'il serait prudent d'avoir un témoin présent. » Le visage de Chloé pâlit, mais elle ne pouvait pas s'y opposer sans paraître suspecte. « Bien sûr, » dit-elle sèchement. « Nous voulons que tout soit complètement légal. » Alors que je m'installais dans mon fauteuil, l'inspectrice Martin me sourit chaleureusement. « Madame Solange, je crois comprendre que vous avez eu quelques soucis de santé récemment. »« Oui, » dis-je en jetant un regard nerveux à Chloé. « J'ai eu des épisodes, de la confusion, des problèmes de mémoire. Ma belle-fille pense que j'ai peut-être eu de petits AVC. »« Je suis désolée d'entendre ça, » a dit l'inspectrice. « Avez-vous vu un neurologue pour ces symptômes ?»« Les médecins de l'hôpital ont fait des tests, » ai-je répondu. « Mais Chloé dit qu'ils lui ont dit des choses qu'ils ne m'ont pas dites. » L'inspectrice Martin a haussé un sourcil et a regardé Chloé. « Est-ce exact, madame ?» Il ne voulait pas la contrarier, dit rapidement Chloé, vu son état fragile. « Je vois. Et vous avez jugé approprié de partager des informations médicales que les médecins avaient décidé de ne pas communiquer à leurs patientes. » La question est restée en suspens comme une épée. Chloé a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je pensais qu'elle avait le droit de savoir. « Bien sûr, » a dit l'inspectrice Martin sans heurts. « Maintenant, Maître Dubois me dit qu'il y a une certaine urgence à mettre à jour le testament de Madame Solange. »« Oui, » dit Chloé, reprenant confiance. « Nous voulons nous assurer que tout est en ordre, surtout avec sa santé si incertaine. »« C'est très attentionné de votre part, » a dit l'inspectrice. « Et quel changement aviez-vous en tête ?» C'était le moment que j'attendais. J'ai regardé Chloé se lancer dans son discours soigneusement préparé sur la tutelle de Lucas, les fonds en fiducie et l'importance de faire gérer la succession par des personnes plus jeunes. Elle était si concentrée à vendre son histoire qu'elle n'a pas remarqué l'inspectrice Martin prendre des notes ou le petit enregistreur posé ouvertement sur la table basse. « Donc,
Vous croyez que Madame Solange est mentalement incompétente pour gérer ses propres affaires? A demandé l'inspectrice Martin quand Chloé a fini. Pas incompétente, a rétorqué rapidement Chloé. Juste confuse parfois, oublieuse. Mais assez compétente pour apporter des changements majeurs à son testament. Eh bien, oui, avec des conseils. Les conseils de qui? Les vôtres? Chloé commençait à avoir l'air piégé. Antoine et moi voulons juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. Bien sûr que vous le voulez, a dit l'inspectrice Martin. Madame Solange, vous souvenez-vous d'avoir demandé à votre belle-fille de vous faire du thé hier après-midi? Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé une expression confuse. Du thé? Oui, je crois. Du thé à la camomille. Et quel goût avait-il? Étrange, dis-je lentement. Amer. Je ne l'ai pas fini. L'inspectrice Martin a hoché la tête et a regardé Chloé. Je comprends que vous avez jeté la tasse de thé après l'épisode de votre belle-mère. Je faisais juste le ménage, dit Chloé, mais sa voix commençait à se fissurer. Heureusement, votre voisine, Madame Picard, a remarqué que vous mettiez quelque chose à la poubelle. Elle s'inquiétait pour Madame Solange et a décidé de préserver la preuve. La couleur a complètement quitté le visage de Chloé. Preuve, a-t-elle murmuré. La tasse de thé et son contenu restant ont été testés, a dit calmement l'inspectrice Martin. Nous avons trouvé des traces de strychnine, madame. C'est un poison très grave. Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai regardé le monde de Chloé s'effondrer autour d'elle, ses plans soigneusement construits, s'écroulant comme un château de cartes. « C'est impossible !» a-t-elle balbutié. « Il doit y avoir une erreur. »« Il n'y a pas d'erreur !» a dit l'inspectrice Martin en se levant. Nous avons également testé l'eau de vaisselle de la maison de Madame Solange, après le premier incident. Même poison, concentration différente. Il semble que vous ayez tenté d'assassiner votre belle-mère depuis plusieurs mois. Non. Chloé a bondi sur ses pieds. C'est ridicule. Je ne ferai jamais... Nous avons aussi le témoignage d'un témoin, a poursuivi l'inspectrice sans relâche. Quelqu'un qui vous a entendu discuter de vos plans. Chloé s'est retournée pour me regarder, son visage tordu de rage et de désespoir. « Toi !» a-t-elle sifflé. « Tu savais. Tu as joué avec moi. » Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai complètement abandonné mon rôle. Je me suis redressée, les regardé droit dans les yeux, et j'ai souri. « Oui, je savais, » dis-je clairement. « Je sais depuis la nuit où tu as essayé de m'empoisonner la première fois. La nuit où mon petit-fils m'a sauvé la vie en m'avertissant. »« Lucas !» a-t-elle soufflé, la compréhension inondant son visage. « Ce petit traître. Ce courageux petit garçon. » L'ai-je corrigé? Il a porté le poids de ta méchanceté pendant des mois, terrifié que tu me tues, puis que tu l'abandonnes. Il a 12 ans. 12. Et tu en as fait un complice de tentative de meurtre. « Je lui ai tout donné !» a-t-elle crié, son sang-froid finissant par voler en éclats. « Je lui ai donné une maison, de la nourriture, des vêtements, tout ce dont il avait besoin. »« Tu lui as donné des cauchemars !» dis-je, ma voix dure comme l'acier. « Tu lui as donné le choix impossible entre me sauver la vie et rester loyal à sa mère. Tu l'as utilisé comme espion, recueillant des informations sur ma santé pour que tu puisses mieux planifier mon meurtre. » L'inspectrice Martin s'est avancée. « Chloé, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets, elle s'est tournée vers moi une dernière fois, son beau visage laid de haine. « Tu crois que tu as gagné ?» a-t-elle grogné. « Antoine ne te pardonnera jamais. Lucas ne se remettra jamais de ce que tu as fait à sa mère. Tu mourras seule, vieille femme amère. » Je l'ai regardée calmement. « Chloé, je suis seule depuis 3 ans, depuis que tu as épousé mon fils et que tu as commencé à l'empoisonner contre moi. La différence, c'est que maintenant, je suis seule par choix, pas parce que quelqu'un essaie de me tuer. » Alors qu'il l'emmenait, Antoine est descendu en courant. Il était à l'étage tout le temps, se cachant probablement de ce qu'il savait qui allait se passer. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé.
bien que la culpabilité écrite sur tout son visage me dise qu'il savait exactement ce qui se passait. « Ta femme a été arrêtée pour avoir essayé de m'assassiner, » dis-je simplement. « C'est impossible, » a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. « Antoine, » a dit l'inspectrice Martin, « nous allons devoir vous parler aussi. Nous avons des preuves suggérant que vous étiez au courant des plans de votre femme. » J'ai regardé le visage de mon fils s'effondrer, alors qu'il réalisait qu'il n'y avait pas d'issue. Il avait fait son choix quand il avait décidé que mon argent valait plus que ma vie. Et maintenant, il allait faire face aux conséquences. « Maman, » a-t-il murmuré, « je n'ai jamais voulu que ça arrive. »« Si, tu l'as voulu, » dis-je tristement. « Peut-être pas au début, mais à un moment donné, tu as décidé que je valais plus morte que vivante. Tu l'as laissé te transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. Je suis toujours ton fils. »« Non, » dis-je fermement. « Mon fils m'aurait protégée. Mon fils aurait appelé la police dès qu'il aurait soupçonné que sa femme essayait de me faire du mal. Tu n'es plus mon fils, Antoine. Tu n'es qu'un étranger qui se trouve à partager mon ADN. » Les heures suivantes furent un tourbillon de dépositions de police, de collecte de preuves et de procédures judiciaires. Mais à travers tout cela, une chose est restée constante. Lucas est resté à mes côtés, me tenant la main, enfin libre d'aimer sa grand-mère sans crainte. Quand la poussière est retombée, quand la police a fini de prendre des photos de la tasse de thé empoisonnée et de recueillir des preuves de la maison d'Antoine et Chloé, quand les journalistes ont été renvoyés et que les voisins ont cessé de regarder, il n'y avait plus que Lucas et moi dans mon salon. « Maman, » dit-il doucement, « tu vas vraiment bien ? » « Je vais mieux que bien, mon cœur, » dis-je en le serrant contre moi. « Je suis libre. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ? » Je l'ai serré plus fort. « Tu vas vivre avec moi. J'ai déjà parlé aux avocats pour obtenir la tutelle légale. Tu vas aller à l'école, jouer avec tes amis, et ne plus jamais avoir à te soucier des adultes qui font du mal aux gens. » Et maman et papa ? Je suis restée silencieuse un moment, choisissant mes mots avec soin. « Tes parents ont fait de très mauvais choix, Lucas. Ils vont devoir faire face aux conséquences de ces choix. Mais ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas ta responsabilité de réparer ça. Tu penses qu'ils m'ont vraiment aimé ? » La question me brisa le cœur. « Je pense qu'ils aimaient l'idée de toi, » dis-je honnêtement. « Mais le véritable amour ne menace pas d'envoyer quelqu'un loin quand il devient gênant. Le véritable amour ne demande pas à un enfant de garder des secrets dangereux. Comment sais-tu la différence ? » J'ai souri et j'ai embrassé le sommet de sa tête. Le véritable amour te protège même quand c'est difficile, même quand cela signifie faire des sacrifices, même quand cela signifie tenir tête à des gens qui devraient t'aimer, mais ne le font pas. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le même salon, regardant Lucas faire ses devoirs sur la table basse où l'inspectrice Martin avait placé son enregistreur. La maison semblait différente maintenant, plus légère, plus sûre, remplie du genre de rire qui vient du bonheur authentique plutôt que de la politesse feinte. Chloé avait été condamnée à 15 ans pour tentative de meurtre. Antoine a eu 5 ans pour complot, bien que je soupçonne qu'il sortirait en 3 avec bonne conduite. Ils avaient tous les deux essayé de contacter Lucas par lettre, mais j'avais pris la décision de les intercepter jusqu'à ce qu'il soit assez âgé pour décider par lui-même s'il voulait une relation avec eux. L'héritage qu'ils avaient si désespérément voulu obtenir, je l'avais complètement restructuré. La maison irait à Lucas quand il aurait 25 ans, avec assez d'argent pour s'assurer qu'il n'aurait jamais à dépendre de la bonne volonté de quelqu'un d'autre pour survivre. Le reste irait à des œuvres de charité qui soutiennent les enfants, en famille d'accueil, des enfants qui, comme Lucas, avaient été trahis par les adultes qui étaient censés les protéger. Mais la vraie victoire n'était pas financière. C'était le son de mon petit-fils riant devant quelque chose à la télévision, la façon dont il courait pour me serrer dans ses bras quand il rentrait de l'école, le fait qu'il dormait paisiblement la nuit, sans cauchemar de sa grand-mère, se faisant assassiner. J'avais maintenant 69 ans, et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante. J'avais appris que la famille n'est pas une question de sang, d'obligation
ou de culpabilité. C'est une question de personnes qui risqueraient tout pour vous protéger, même quand elles n'ont que 12 ans et qu'elles ont peur. J'avais aussi appris que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. Assez forte pour déjouer des gens qui pensaient que mon âge me rendait impuissante. Assez forte pour risquer ma propre vie pour sauver l'avenir de mon petit fils. Assez forte pour m'éloigner des relations toxiques, même quand elles portaient le masque de la famille. Alors que je regardais Lucas travailler sur ses devoirs de mathématiques, sa langue sortant en concentration de la même manière que son père le faisait, à son âge, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Une paix complète. Les personnes qui auraient pas dû m'aimer avaient essayé de me détruire. Mais à la fin, elles n'avaient fait que me faire réaliser à quel point j'étais vraiment forte. Et parfois, c'est le plus grand cadeau de tous. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir écouté jusqu'ici.